Le journal du festival, réalisé par Thierry Maïs, vous est présenté par Valentine Fourreau et Baptiste Chardelin. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au Festival du Livre de Mansartou pour ce dernier jour où l'humour est à l'honneur. Après 3 jours de festivités, la 37e édition touche à sa fin. Mais ne vous inquiétez pas, une belle programmation vous attend pour cette ultime journée. Peut-on rire de tout ? Quelles sont les limites de l'humour ? Ce sujet d'actualité est au cœur des débats et divise l'opinion. La journaliste et humoriste Charline Vanhoenacker a un avis bien tranché sur la question. Découvrez son témoignage dans ce journal. À l'heure où la parole des femmes se libère face aux violences sexistes et sexuelles, la journaliste Hélène Devinck nous racontera son parcours pour dénoncer son agresseur, Patrick Poivre d'Arvor. Qui a dit qu'il fallait être jeune pour faire du slam ? Cécile, 54 ans, nous montrera qu'il n'y a pas d'âge pour cette activité. Restez avec nous pour entendre sa prestation à la fin de ce journal. Pour la journaliste et humoriste belge Charline Vanhoenacker, l'humour est un moyen de dédramatiser l'actualité qui est parfois bien terne. Pour elle, il faut rire de tout et sans limite. Le rire, il commence avec la peau de banane. On rit de la faute politique. Le rire, c'est une peau de banane sur le chemin. Tout se passe bien, on marche. Rire des trains qui arrivent à l'heure. C'est comme le journalisme, en fait. On va pas faire du journalisme sur les trains qui arrivent à l'heure. On va faire du journalisme sur les trains qui arrivent en retard, sur les trains qui déraillent. Justement, moi, comme citoyenne, ça m'attriste ce qui se passe en France. Mais comme humoriste, là, franchement, j'ai une matière extraordinaire. Rire est un des moyens démocratiques pour pouvoir supporter, mettre la lumière sur des dysfonctionnements et inciter les gens à réfléchir sur ces dysfonctionnements et à réfléchir même nous-mêmes aussi. Mais alors, qu'est-ce que l'humour apporte aux auditeurs de Charline Vanhoenacker ? Du bien, forcément. De l'espoir. Ça me fait du bien. Ça me met de bonne humeur le matin, ça réveille mes neurones parce que souvent c'est un peu pointu donc il faut suivre, mais c'est très très agréable. Après on se sent plus détendu. Ça permet de désamorcer quelques inquiétudes et même d'en parler parfois avec mes enfants qui sont relativement jeunes. Vous pouvez retrouver la journaliste de France Inter à l'espace A pour dédicacer son livre aux vannes citoyens. L'humour et la liberté d'expression, 2 thématiques plus que complexes. Alors, pour les simplifier, on est allé poser la question aux enfants. Peut-on vraiment rire de tout ? Oui, mais sans se moquer, parce que sinon les gens ils vont pas apprécier. Moi j'en pense qu'il faut pas rigoler, parce que s'il y a des gens qui tombent et qui se font mal et qu'on rigole, c'est pas gentil. Mais aussi ceux qui sont handicapés, ceux qui sont dans des fauteuils roulants, c'est pas rigolo. Pour moi on a le droit de rire de tout, mais pas forcément de le montrer. Quand quelqu'un donne une réponse qui te paraît bête dans une classe, t'as pas à rire. On peut rire de tout, effectivement, c'est une émotion, mais quand même, il y a une question de ce que l'autre va ressentir. Au micro de Lila et Cham, les plus jeunes festivaliers avaient un avis bien tranché. On peut rire, mais toujours dans le respect de l'autre. Un principe que l'on apprend dès le plus jeune âge. Mais alors, peut-on utiliser le rire pour éduquer les enfants ? D'après la psychothérapeute Marie-Jeanne Trouchot, le rire peut être un outil pour mieux appréhender l'éducation des enfants. Célia Réunif, vous l'avez constaté, on peut utiliser l'humour au quotidien pour éduquer ses enfants. Imaginez que votre enfant ait cassé un miroir. Difficile de ne pas s'énerver dans cette situation. Philippe, le papa de Mathias, a opté pour l'humour. C'est difficile, une fois qu'on est en colère, de trouver des limites justement. Et le rire, c'est vrai que c'est bien parce que ça permet un petit peu de trouver de façon décalée un message. Rire est aussi un moyen d'apaiser les tensions pour Marie-Jeanne Truchot. Voilà, et qu'il y ait justement des respirations à travers le rire, ça c'est tout à fait éducatif, ça montre à l'enfant qu'on a le droit de se tromper, que c'est pas gravissime, que ça fait partie de la vie de se tromper, et qu'on peut en sourire ou en rire, et pas en faire un drame. La psychologue rappelle d'être ferme quand votre enfant fait des bêtises. Alors, pour moi, il ne faut pas gronder les enfants. Non. Appeler un chat, dire là c'est une bêtise, on est sérieux et on ne grille pas. Mais... Pour Céline, la maman de Stella et Sandro, c'est toujours compliqué de se faire entendre. Oui, parce que parfois je les gronde, ils rigolent. L'éducation avec humour a déjà fait ses preuves aux États-Unis. Plus de 50% des parents ont une relation plus forte avec leurs enfants. À chacun de trouver sa dose d'humour. Marie-Jeanne Trouchot, la spécialiste de l'éducation non violente, a publié Le petit livre des parents bienveillants envers eux-mêmes aux éditions First. Vous pourrez la rencontrer au stand 13 dans l'espace littéraire. Car le festival n'est pas réservé qu'aux adultes, les enfants ont également le droit à des animations spécialement pour eux.
Les autrices franco-américaines Susie Morgenstern et Teresa Brown feront une lecture dessinée de l'album La grève du Père Noël à 14h30 à la médiathèque de Montsartou. 57% des hommes interprètent l'absence d'un non comme le feu vert à une relation sexuelle. C'est ce que révèle le récent sondage d'OpinionWay. Cela fait plus d'1 mois que le procès des viols de Mazan a débuté et que cette notion de consentement est discutée. Naïs Morando a tendu le micro à Alexia, la pilote départementale du collectif féministe Nous Toutes. C'est un peu comme certaines journalistes l'ont dit, le procès de la culture du viol en fait. Et le procès qui va, on l'espère vraiment beaucoup, pouvoir redonner une définition au viol dans la justice française. Moi personnellement, je pense que j'ai découvert la notion de consentement relativement tard en fait. Je ne savais pas vraiment ce que c'était le consentement parce qu'on ne me l'a pas appris. On se défend comme on peut parce que là il n'y a tellement pas de défense possible à ces hommes que du coup la seule défense c'est « Ah ouais, je me rendais pas trop compte peut-être ». Donc je pense que c'est juste hyper hypocrite et que quand on a envie de savoir ce que c'est le consentement, je pense qu'on peut le savoir. Pour le coup, ça c'est relativement bien défini. Le procès des viols de Mazan continue et le soutien pour Gisèle Pellicot se fait ressentir dans toute la France, notamment depuis vendredi où elle a accepté la diffusion de vidéos en présence du public et de la presse. Pour continuer de parler de violences sexuelles et sexistes, Isid Lebesco, Judith Chemla et Vaina Chokante s'exprimeront lors d'une lecture performance ce dimanche à 14h30 au Parc du Château. Ces 3 femmes puissantes utiliseront leur voix pour parler des violences faites aux femmes lors d'une prestation inédite. Que feriez-vous si demain votre personnalité préférée était accusée de viol ? Crierez-vous au mensonge ? Croirez-vous les victimes ? Hélène Devinck, avec son livre Impunité, a fait le choix de défendre les femmes agressées par Patrick Poivre d'Arvor, l'ex-présentateur de TF1. Elle a expliqué à Ayumi Thibault toute la difficulté de dénoncer une personnage public et influent dont elle a également été victime. Après, quand c'est une vedette comme ça, comme l'était Patrick Poivre d'Arvor, il y a toute la puissance qu'il a, qui est une puissance médiatique. C'est-à-dire quand on nous accuse de profiter du tribunal médiatique, nous, dans notre histoire, c'est lui qui en a profité. C'est-à-dire que dès que Florence Porcel a porté plainte, il a eu une demi-heure d'antenne à Quotidien, il a ses soutiens qui ont fait des radios, des télés partout. Et que le tribunal médiatique, c'est lui qui l'a lancé en fait. Et beaucoup d'entre nous, on est allés témoigner après l'avoir entendu. C'est-à-dire on était tellement choqués par son assurance, par son arrogance et par son mensonge, qu'à un moment on s'est dit il faut que la vérité soit connue au moins de la justice. Vous avez peut-être assisté à l'entrevue d'Hélène Devinck sur la scène littéraire au gymnase de la Chênaie où elle a confié son histoire. Si ce n'est pas le cas, pas d'inquiétude, vous pouvez encore la retrouver au stand des Parleuses dans l'espace A. Plus besoin de bouquins poussiéreux pour essayer de comprendre la philosophie. Désormais, c'est possible de devenir un maître en la matière en lisant des mangas. Alors si vous êtes fan de One Piece, la philosophie n'aura plus de secret pour vous. Reportage signé Héloïse Duchesnay. Mais qui a dit que la philosophie est ennuyeuse ? Gatsu Sensei, auteur de manga et philo, nous invite à une véritable réflexion philosophique guidée par les histoires et les personnages de cette culture populaire. Une excellente idée pour Roman qui est fan de manga. Tous les thèmes qu'il y a dans les livres, on peut les développer finalement avec la philo, tout ce qui est la liberté, le respect, l'amitié, le rapport avec la discrimination, avec les autres. One Piece est le manga le plus vendu en France. C'est donc l'histoire de Luffy, un pirate et son équipage en quête d'une liberté absolue. Et ça tombe bien, Gatsu Sensei explore ce thème dans son ouvrage. La liberté est représentée déjà par le simple fait qu'on a des pirates, à savoir des hors-la-loi. Monkey D. Luffy par exemple, on l'aime tellement parce qu'il représente l'idée même de liberté. Et dans son comportement avec autrui, il est aussi très libre. Il ne se laisse pas dicter quoi faire, il agit selon son propre sens moral. Et si je vous parle du grand penseur Bergson et sa philosophie du rire, à quel personnage de One Piece pensez-vous ? Luffy, c'est une ode à la vie qui passe par un rire. Je veux dire, quand il se transforme en Gear 5, le premier élément qu'il ne contrôle pas, c'est son rire. Un rire face à la fatalité. La morale, la justice ou encore la conscience, autant de thèmes que vous pouvez retrouver dans les mangas selon Gatsu Sensei. Vous pouvez rencontrer Gatsu Sensei à l'espace jeunesse où il présente son ouvrage Manga et philo. Vous reconnaissez forcément cette voix. Chico, membre du groupe Gypsy King, est avec nous aujourd'hui pour présenter son dernier livre Sous les étoiles gitanes. Retrouvez le guitariste chanteur à 16h au Parc du Château pour un entretien en musique. Comme promis, retour au slam. Un atelier pour débutants a eu lieu hier matin avec l'association Sidizol Slamsol. Vadim Miliex, vous l'avez constaté, le slam n'est pas réservé qu'aux jeunes. Tout le monde peut slammer, ça n'a pas d'âge et ça s'est remarqué hier. Un maximum de bruit pour Cécile, s'il vous plaît.
Cécile, 54 ans, prof de chant, s'est lancée sans même hésiter. C'est ça la trame, la lumière. Edison, Franklin l'a compris. Fais gaffe à l'éclair de l'ampoule qui lui passe au-dessus et vit ta vie, éclair qui lui éclaire ta vie. C'est une rencontre intergénérationnelle et justement c'est ce qui en fait sa richesse puisque le contenu des textes est en rapport avec la personne et donc avec son âge et ça c'est très riche, ça enrichit. Mesko, le professeur de slam, est du même avis. La discipline qu'est le slam est à portée de tout le monde. On se dit que ce sont les jeunes, les enfants qui ont bien évidemment besoin de s'exprimer, besoin de parler, besoin d'écrire pour structurer leurs pensées. Mais l'expérience nous fait comprendre que même les adultes ont des choses qu'ils ont envie de dire. Les personnes d'un certain âge aussi ont besoin, à un moment donné, de pouvoir relâcher plein de choses. Rendez-vous à la place de la mairie à 14h pour un hommage en slam, en musique et en peinture à l'écrivain Michel Minuisi. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. On vous souhaite une bonne fin de festival et on se retrouve l'année prochaine.